Ce troisième clip de la revue épistolaire est consacré à des lettres familiales. Et j'ai le plaisir de recevoir Pierre Alorand, professeur à l'Université d'Orléans. Avec Jacques Rézal, il a réalisé les transcriptions, a annoté et publié un nombre de volumes de lettres impressionnants. Il s'agit d'une véritable aventure éditoriale en archives privées. La mise au jour de ce fonds passionnant, donc, comment l'avez-vous réalisé? Pouvez-vous nous raconter l'aventure de ces lettres? C'est d'abord une aventure humaine, puisque j'ai retrouvé un cousin un peu éloigné, que je ne connaissais pas, grâce à une lettre d'ailleurs. Et lui-même, très vite, m'a raconté qu'à la retraite, il avait retrouvé, dans une maison familiale conservée, un petit coffre en bois entouré d'un drap dans lequel il figurait des milliers de lettres. Alors tout de suite, il m'a dit toi qui es historien, ça va évidemment t'intéresser. Je dis oui, mais de quand date-t-elle? Et je pensais essentiellement à la Première Guerre mondiale, puisque comme chacun le sait, durant la Grande Guerre dans le monde, des milliards de correspondances ont été échangées. Et il m'a dit oui, bien sûr, il y en a de la Grande Guerre, donc on en a d'ailleurs publié 3 volumes, mais il y en a de beaucoup plus anciennes depuis le temps de Bonaparte. Donc depuis, on a publié 10 ouvrages. Donc, dans cette maison de famille qui s'appelle Les Chaumes, vous avez retrouvé des centaines, des milliers de lettres et vous avez eu l'excellente idée de les publier. Et vous avez commencé par des lettres étonnantes qui sont les lettres d'un certain Jean-Jacques Ballard, un médecin des Lumières, un médecin qui a suivi la Grande Armée. Pouvez-vous nous parler plus particulièrement de ce volume à la très belle couverture? D'ailleurs, on retrouve sur la couverture des figurines de plomb qui proviennent, je pense, de la bibliothèque des Chaumes. Tout à fait. C'est là aussi un objet familial et concocté par l'un des ancêtres de Jacques Rézal. Et Jean-Jacques Ballard donc, est lui-même un aïeul direct de Jacques Rézal. Il s'appelle Jean-Baptiste, mais il se fait appeler Jean-Jacques, parce qu'il est détaché de la pratique religieuse catholique, contrairement à sa femme Ursule d'ailleurs. Ça fait l'objet d'échanges et un petit peu de pichenette dans leur correspondance familiale, ils en jouent un petit peu. Et donc Jean-Jacques, parce que c'est un rousseauiste fervent, c'est véritablement un médecin humaniste, et donc avec un regard évidemment très critique et très distancié par rapport à la grande boucherie des conquêtes napoléoniennes. Et puis Ursule elle-même est un personnage absolument passionnant. Et donc, alors qu'on était parti sur l'idée de publier essentiellement les lettres du médecin, on a publié aussi les réponses d'Ursule, parce que miraculeusement, elles étaient conservées. Alors qu'on sait souvent que les lettres de femmes sont beaucoup moins conservées dans ce cas-là, en particulier les lettres de guerre. D'abord parce que les femmes, en fin de vie, souvent avaient l'habitude de brûler les lettres, et brûler les secrets de famille. Et puis là, les lettres ont toutes été conservées, y compris quand Jean-Jacques a été en captivité en Russie. Nous avons une très belle phrase que Jean-Jacques écrit à Ursule en avril 1999. Il lui dit « Je ne cesserai de t'aimer toute ma vie et d'être à la fois ton ami, ton mari, ton amant et ton cousin. » Pouvez-vous expliquer cette phrase? Alors ils sont effectivement cousins, cousins germains, ce qui était assez fréquent à l'époque. Ils sont tous les deux les enfants de 2 frères, donc, qui étaient tous les 2 avocats à Autun, donc dans le Morvan. Et ils sont très proches, effectivement, il y a beaucoup d'affection. Alors il y a aussi des hauts et des bas dans le couple, en tout cas il y a une sorte de jeu épistolaire. Ils ont à l'évidence lu des publications épistolaires, lu énormément, on le sait grâce à la bibliothèque qui a été conservée dans la maison des Chaumes. Et effectivement il y a une grande affection, un sentiment à la fois d'amitié et d'amour, et puis de partage autour de valeurs éducatives des enfants. Donc vraiment la transmission des valeurs familiales, et on la retrouve sur plusieurs générations. Voilà ce que dit Ursule. « Je n'ose me livrer à mes sentiments pour toi. Je les concentre autant que je puis au fond de mon cœur. » Que pensez-vous de cette phrase? Il me semble qu'il s'agit d'une attitude extrêmement discrète, mais en même temps très forte.
Oui, tout à fait. Il y a cette mesure, une certaine austérité aussi. Elle a des sentiments religieux dont il se moque parfois, mais qu'il respecte au fond, y compris dans l'éducation des enfants. Là aussi, c'est assez classique au cours du XIXe siècle. Et puis, si on parle de sentiments, disons, ou d'opinions politiques, là, ils partagent beaucoup. Ils sont des enfants des Lumières, des enfants de la Révolution, mais de la Révolution de 89 et pas de celle de 93 ou 94. Ils exècrent la terreur et ils sont assez bonapartistes finalement, c'est-à-dire les acquis de la Révolution, mais avec l'ordre de la bourgeoisie. Que voit-on de l'Europe à travers les yeux de Jean-Jacques ? Eh bien, on voit une Europe là aussi très contrastée. Il a une culture européenne, il pratique beaucoup les langues. D'ailleurs, Jacques Rézal a retrouvé et m'a montré des entretiens types du médecin avec, puisque les soldats de la Grande Armée étaient de nationalités évidemment extrêmement diverses, oui. De la Pologne à la Catalogne. Eh bien, ce médecin a préparé une dizaine de transcriptions, de traductions d'entretiens dans ces langues différentes. Il publie également en Pologne, en Allemagne. C'est un savant, il est membre de l'Académie d'Autun avec un réseau européen. Et la vision de l'Europe qui est montrée, c'est une Allemagne et une Autriche très civilisées, et où finalement il fait aussi bon vivre qu'en France, où on se retrouve en pays de connaissance. Une Espagne qui est terrible parce que soumise à l'intolérance religieuse, à la guerre civile, à la barbarie, y compris à l'encontre des enfants, des femmes ou des vieillards. Et puis une Russie qui est hors d'Europe et un peu hors du monde aussi, et dans laquelle il va être un peu hors du temps puisqu'il va être captif pendant 2 ans. Et je dois dire que la lecture de ces lettres est tout à fait passionnante, elle est presque romanesque. On attend la suite de chaque épisode, et d'ailleurs, vous avez eu l'idée de publier un autre volume dans lequel Ursule est toujours présente. Et cette fois-ci, il s'agit d'un volume constitué de lettres de femmes, de lettres de 4 générations de femmes, que vous avez intitulé « La demeure de l'ambition ». Pouvez-vous expliquer ce titre ? Alors on a beaucoup hésité sur le titre, effectivement, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'affection, donc le terme aurait tout à fait pu se trouver également pour équilibrer ce titre, mais quand même ce qui domine, c'est une ambition et une ascension d'une famille bourgeoise tout à fait caractéristique du XIXe siècle. Nous parlions à l'instant d'Ursule et de Jean-Jacques qui partagent les idées finalement d'égalité en droit, de liberté, de propriété que finalement le Code civil napoléonien, le Code Napoléon va donner comme valeur pour la société française du XIXe siècle. Et puis il y a la méritocratie par rapport aux études, par rapport à l'excellence scolaire. Une famille donc de médecins, d'avocats et surtout d'ingénieurs, avec à chaque génération au moins un polytechnicien, donc une lignée de polytechniciens de la Révolution jusqu'au moins au lendemain de la guerre de 14. Quelles sont les principales valeurs transmises par ces femmes ? Alors, il y a l'affection, très certainement. Il y a la solidarité familiale, et puis même au-delà, tout un cercle d'amis, de proches, dans ce Morvan qui est vraiment le socle de la famille, avant que la Brie le devienne également après des alliances familiales un peu plus tard. Et puis, il y a vraiment cette volonté d'ascension, non pas par l'argent, non pas par... on a parfois décrit les bourgeois conquérants du XIXe siècle comme très avides, disons, de réussite économique. Oui. Ça n'est pas cela. C'est la réussite par, disons, l'échange intellectuel et l'excellence scolaire. Et il faut certainement ajouter à ces valeurs celle de l'économie, voire même de la parcimonie. Il s'agit de vivre de manière simple, absolument, dans le cadre de leurs moyens. Tout à fait. Le travail et l'épargne, voilà, on trouve un peu les valeurs de Guizot sous la monarchie de Juillet, très caractéristique de cette bourgeoisie. D'ailleurs, un peu plus tard, puisque vous évoquiez les 4 générations d'épistolières, donc Ursule, Louise, Gabrielle et Julie Rézal, eh bien Julie, pour son mariage, reçoit d'un de ses oncles un livre de contes comme cadeau. Oui. Évidemment, ce n'est pas très amusant, mais c'est très utile. Oui, absolument. Qu'en est-il de l'éducation réservée aux filles ?
Alors, l'éducation, si j'ose dire, la responsabilité de l'éducation est déjà exercée par les mères. Et effectivement, ces mères sont très ouvertes et très convaincues des mérites d'une éducation de très haute qualité, y compris pour les filles, mais malheureusement, les professions et les formations ne sont pas encore équivalentes et pas encore ouvertes aux filles. D'ailleurs, Gabrielle Rézal le regrette, par exemple pour Polytechnique. Elle fait une comparaison avec les Beaux-Arts qui sont déjà ouverts à ce moment-là. Et vous savez qu'il faut attendre à peu près 1900 pour que, par exemple, des professions comme le barreau s'ouvrent aux femmes, et 1945 pour la magistrature. Donc nous n'en sommes pas encore là. Mais il y a cette conviction, cette volonté. Et en tout cas, ce qui est très frappant dans les lettres, c'est que les femmes se situent au même niveau. Au même niveau de langage, au même niveau de qualité littéraire et de référence. Voilà, on a l'impression que ces femmes vivent par lettres interposées, une ambition professionnelle qui est plutôt réservée aux hommes, mais malgré tout, ces sentinelles familiales, avec leur caractère affirmé, parviennent à trouver une voie médiane vers le bonheur.